suis à la base un chercheur en IA, donc j'ai fait ça dans les 10 dernières années. Et j'ai été chanceux il y a une dizaine d'années de tomber sur un sujet assez à la base niche et dont aujourd'hui tout le monde parle, qui est l'IA génératif. À la base, ça s'appelait la donnée synthétique. Personne n'y croyait au départ. Certains sont lancés sur le sujet à la base dans le milieu académique. Et aujourd'hui, toutes les industries sont touchées par l'impact que ça a. Et personne ne peut y résister, même si certains n'y ont pas encore confiance. Je vais vous montrer aujourd'hui, en tout cas, je vais essayer de montrer ma thèse, qui est de comment le monde de la consumer research, qui est notre monde, va être révolutionné par l'IA génératif, et surtout, pourquoi on devrait avoir confiance en ces technologies. Et je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui ont encore pas 100% confiance dans ces technos, ce qui est normal. On va parler de plusieurs sujets, mais je voudrais parler un peu de l'équipe rapidement. Certains membres sont dans la salle aujourd'hui. Donc voilà, moi je vous ai parlé un peu de moi. Il y a Nathan qui est là, qui est notre CTO, Michael, notre COO, et on a cofondé ça avec Benny Schneider, qui est un entrepreneur en série en Israël, qui a déjà fait 5 exits dans à peu près tous les domaines de la tech. Et on est accompagné par Emmanuel Candès, qui est un des plus grands statisticiens aujourd'hui et directeur du département de stats de Stanford, qui justement nous a accompagnés autour de prouver que ces technos sont trustworthy. Aujourd'hui, je vais commencer par ma thèse autour des 3 révolutions de la consumer research et sur pourquoi on rentre dans cette 3e phase qui va changer pas mal de choses. Ensuite, je vais vous montrer un exemple très concret qui est le produit qu'on a développé à Fergen, qui utilise ces technologies justement pour résoudre le problème de comprendre des niches qui sont chères et dures à cibler. Je parlerai ensuite du facteur synthétique, c'est-à-dire pourquoi le fait de passer aux données synthétiques permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup moins cher et aussi de gagner pas mal de temps. Et enfin, je parlerai de pourquoi on devrait avoir confiance en ces technos. Et je passerai aussi à une annonce assez importante qu'on va faire aujourd'hui, qui est l'annonce de notre partenariat avec l'IFOP, avec qui on travaille depuis maintenant environ 9 mois. Un partenariat qui a été très fructueux et une bonne partie de nos récents développements ont été largement aidés par l'IFOP, dont une partie de l'équipe est présente dans la salle aujourd'hui. Passons aux 3 révolutions. La première révolution est arrivée au début du siècle dernier, avec George Gallup, qui était une personne qui a justement en partie créé le domaine du sondage, où on s'est rendu compte qu'il fallait commencer à collecter les opinions, les feedbacks d'employés, de clients, d'à peu près tout type de personnes, et qu'on pouvait les monétiser. Ça a été le début du monde du sondage monétisé. Et George Gallup a monté une entreprise qui s'appelle Gallup Poll, qui est voilà, probablement la plus vieille entreprise du monde du sondage. On s'est rendu compte que la data peut être monétisée parce qu'on peut améliorer nos produits, on peut comprendre nos clients, comprendre nos employés, améliorer la satisfaction de nos employés et donc monétiser ces données. Il y a une deuxième révolution qui s'est passée au début de ce siècle autour de l'online. On a commencé à se rendre compte qu'on pouvait sonder en ligne et il y avait un gain qui était extrêmement évident, c'était beaucoup moins cher, ça prenait beaucoup moins de temps et c'était donc beaucoup plus simple en termes opérationnels. Au départ, évidemment, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de sceptiques autour du polling online. Tout le monde disait, voilà, comment peut-on avoir les mêmes marges d'erreur avec des sondages en ligne où on ne peut même pas voir la personne qui répond à ces sondages et arriver à aux mêmes marges d'erreur que des sondages qu'on aurait fait en personne avec voilà, la personne en face de nous. C'est un argument qui est plutôt logique. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on arrivait aux mêmes marges d'erreur, ou en tout cas des marges d'erreur proches des marges d'erreur originales, mais à 3 fois moins cher et en un temps qui était un facteur exponentiellement réduit. Donc la balance entre l'accuracy et la confiance d'un côté et le coût et le temps de l'autre était clairement en faveur de l'online. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'online polling est devenu prédominant. Évidemment, aujourd'hui, on sonde encore au téléphone et en personne, mais l'online polling est clairement prédominant. La balance est tombée en faveur de l'online polling, encore une fois, en termes de coût et de temps. On rentre dans une 3e phase, une phase que j'appelle IA augmentée. Je ne l'appelle pas IA remplacée. C'est clairement une phase IA augmentée, où on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de
aider notre manière de comprendre les personnes, en tout cas qui sont intéressantes pour nous, de manière à y augmenter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si on prend tous les steps du pipeline d'un chargé d'études, d'un directeur d'études, si on prend tous les steps du pipeline, chacun de ces pipelines peut être aidé par l'IA. Si on prend le premier step, qui est le step qui nous intéresse aujourd'hui, on veut collecter des opinions. Maintenant, ce que je vais prouver aujourd'hui, c'est qu'il y a des manières de renforcer et de raffiner les opinions qu'on a eues et de nous permettre d'aller beaucoup plus loin que les opinions eux-mêmes. C'est-à-dire prendre des données qui sont des données réelles et les renforcer avec une IA qui va comprendre ces données et permettre d'aller plus loin que ces données elles-mêmes. C'est ce que j'appelle l'IA augmentée. Et donc ça, c'était le premier step du pipeline. Ensuite, évidemment, il y a beaucoup d'autres steps dans le pipeline d'un chargé d'études ou en tout cas d'une équipe d'insights. Il y a la partie aussi analyse. Dans tout ce qui est analyse, c'est-à-dire automatisation des rapports, etc., ces technologies vont aussi révolutionner la manière dont on fait nos études. Maintenant, évidemment, elles ne vont pas nous remplacer. C'est-à-dire qu'il y a une expertise, une connaissance client, etc., qui ne peut pas être remplacée à 100% par une IA. C'est pour ça que j'appelle ça l'IA augmentée et pas l'IA remplacée. Donc, on rentre dans cette troisième révolution et je vais vous parler aujourd'hui du produit qu'on a créé qui fait partie de cette révolution et qui focus aujourd'hui sur le problème de renforcer les données. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des cas d'usage dans à peu près tous les domaines de la consumer research, même qui va au-delà aussi dans tout ce qui est recherche politique, etc. On peut parler customer experience, opinion, product testing, user testing. En réalité, tout ce qui ressemble à une opinion d'individu peut être renforcé par cette technologie d'IA. Donc on va parler d'un problème très simple, le problème de j'ai une niche que je veux comprendre, cette niche est dure à cibler, comment puis-je utiliser l'IA pour la comprendre sans même aller recibler cette niche? C'est un problème qui est assez simple. Aujourd'hui, ce qui se passe, comment on travaille en général, c'est qu'on va aller faire un terrain général, on va aller sonder une population de 500 personnes, de 1000 personnes, de 200 personnes parfois, et qu'on va sélectionner des segments sur lesquels on veut aller potentiellement plus loin. On va dire, voilà, je fais une étude, j'ai un lancement de produit, par exemple, je sais pas, sur un nouveau yaourt, je me rends compte que ma marque sous-performe sur le segment des véganes, et j'ai seulement 50 échantillons dans mon terrain global, j'en ai besoin de 150 pour avoir un insight calibré, je vais aller faire un boost sur ce segment. Maintenant, le problème, c'est que ce boost-là, ces 100 personnes en plus, ont un coût qui va fluctuer exponentiellement avec la dureté de la cible. C'est-à-dire que, en réalité, le pouvoir est dans les mains des panels qui fixent le prix du boost. C'est-à-dire que si le plus la target est dure à cibler, le plus ça va être cher, le plus ça va prendre de temps d'avoir l'insight, et on est donc potentiellement bloqué. Donc ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a des études qui peuvent être potentiellement perdues parce que la cible est trop dure à cibler, ou en tout cas trop chère, et va prendre trop de temps. Donc, il n'y a rien d'impossible, en tout cas dans le problème d'analyser une niche, tout est faisable, mais ça va potentiellement prendre énormément de temps, coûter énormément d'argent et avoir une fluctuation qui va être exponentielle avec la dureté de la niche. Donc on rentre dans l'IA augmentée pour ce problème spécifiquement. Nous, on a créé un produit très simple où on va mettre les données du terrain général, c'est-à-dire nos 500 répondants, et on va générer un boost, c'est-à-dire quelque chose qui va ressembler exactement à ce qu'on aurait fait si on avait été voir un panel pour générer un boost sur cette cible. Et en 20 minutes, on va obtenir notre fichier de répondants qui va réduire la marge d'erreur des réponses à un niveau acceptable au niveau de cette niche et donc booster le segment. Tout ça en 20 minutes, et ce qui est important, c'est que c'est un prix qui est fixe. On ne fluctue pas en termes de la dureté de la cible. C'est-à-dire qu'on définit un segment comme une population qui représente entre 3 et 15% de la population. Le prix est toujours fixe du boost, peu importe la niche en elle-même. Ce qui est intéressant. Donc, on passe d'une fluctuation qui est complètement définie par la personne qui a en main le panel, en termes de temps et de coût, à un prix et un temps qui est fixe complètement dans les mains d'un chargé d'études. Je vous montre un peu rapidement la plateforme qui est très très simple à utiliser. Le flow est très simple, on crée un projet, on upload notre fichier de répondants, notre fichier de réponses raw. Tout simplement, on va mettre 500 réponses. On a des dashboards qui vont montrer les différentes questions, réponses, les différentes tailles de segments. Ça veut dire quels sont les segments potentiellement qui peuvent être intéressants. Et donc c'est le premier step, c'est l'upload. Le deuxième step dans lequel on va arriver tout de suite,
c'est qu'on va entraîner un modèle. Donc on a un modèle d'IA qui est propriétaire, qu'on a créé, qui génère des sondages. Ce modèle est entraîné seulement sur ce sondage de 1000 personnes. Il n'est pas entraîné sur aucun autre sondage, sur aucune donnée d'autres clients ou quoi que ce soit. C'est un modèle qui est entraîné seulement sur ce sondage. Ça prend entre 5 et 20 minutes. Une fois que ce modèle est entraîné, on va définir ici le segment qui nous intéresse. Ça va être des segments d'âge, des segments… en fait, ce n'est pas nécessairement des sociodémographiques. On nous demande beaucoup, est-ce qu'on est contraint aux sociodémographiques? Nous, on est complètement agnostique aux variables. Pour nous, un segment, ça va être une personne qui a répondu l'option A à la question B, tout simplement. Donc, on entraîne ce modèle, on génère notre boost, et ensuite, on a un bouton ici qui nous permet de télécharger le boost. On obtient notre fichier de réponse, et en 20 minutes, on a téléchargé notre boost qui peut être utilisé pour aller comprendre un segment qui nous intéresse. Un dernier point qui est très important, et on y viendra plus tard, on a créé une technique donc avec Emmanuel Candès, qui nous permet d'estimer des marges d'erreur de données synthétiques. Personne aujourd'hui dans le monde de la donnée synthétique n'est capable de donner des marges d'erreur sur des données synthétiques. C'est un problème extrêmement important qu'on a résolu. Donc, on réplique complètement le flow d'un chargé d'études aujourd'hui qui fait un boost, en vérité, sauf qu'à un coût et en un temps qui est constant. Maintenant, tout ça, c'est du blabla. Comment on peut prouver que ça marche et comment on peut avoir confiance en la black box? Parce que tout ce dont on parle là, c'est clairement une black box, c'est un modèle qui est une black box. On connaît très bien le monde du sondage, qui depuis une centaine d'années rely sur des statistiques qui sont très classiques, très prouvées, très mathématiques. Comment on peut avoir confiance en un modèle qui est une black box? Évidemment que le coût, le prix, etc., c'est un facteur qui est important comme ça l'a été avec l'online. Mais on doit quand même prouver et pouvoir avoir des garanties qu'on puisse avoir confiance en ces données. Donc comment y avoir confiance? On le fait de deux manières, typiquement. On fait une expérience que, d'ailleurs, beaucoup dans cette salle ont fait et pas mal de fois, où on va prendre un gros sondage de 10 000 personnes, on va en extraire une partie, disons 1000 échantillons, on va faire plein de boosts sur plein de segments à la fois, on va comparer nos boosts synthétiques aux boosts réels, et on va justement prouver qu'on fait un 2x, un 3x, on va prouver qu'on est capable de faire ça. Donc c'est une expérience très simple. Et comment on calcule notre performance? On va regarder sur une question avec 4 options par exemple ici. On va regarder les prédictions du boost Fergen, les prédictions du boost réel, enfin des grosses données réelles, les prédictions des données qui sont limitées, donc des 1000 sur lesquelles le modèle Fergen a été entraîné. Et on va calculer la différence entre les barres, entre vert et bleu, vert et bleu, vert et bleu, vert et bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Et ça me donne un score qui me permet de scorer les boosts. Et de montrer que ça marche. Maintenant, la première question sur laquelle on arrive, c'est intéressant de montrer ça sur une ou deux études. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une nouvelle étude dans laquelle il peut y avoir des problèmes? Très évident. Par exemple, imaginons qu'on est dans un cas, là je prends toujours ce cas extrême, on a 1000 personnes, on a 20, 18, 24, on a 980, 80+. Évidemment qu'on ne peut pas booster les 18, 24 parce qu'il n'y a aucune information utile dans les 80+, pour les 18, 24. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, dans ce cas-là, le boost ne va pas renforcer les données, ce qui est un problème. Donc, même si en average, donc ici on visualise nos résultats en average sur plein de segments à la fois, et on va calculer donc, ce score que j'ai montré juste avant, et on va montrer sur les données Fergen, c'est proche de boost x3, typiquement sur plein de différents segments en moyenne. Maintenant, le problème, c'est qu'il peut arriver, comme ici par exemple, que le boost Fergen soit moins efficace que sur tous les segments en moyenne. Ça peut être un cas une fois sur 10. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas donner des résultats à des clients en disant, voilà, une fois sur 10, il y a un risque que ça ne marche pas. Donc, on a dû retourner à nos cahiers et essayer de résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une méthode, justement, dont j'ai pas mal parlé aujourd'hui, qui permet en live, même si on n'a pas de ground truth, d'estimer cette marge d'erreur synthétique et donc de pouvoir, dans les cas où il y a un problème, comme ce cas-là, qui est assez rare, les données bleues sont proches des données violettes, les boosts 3x, de ces cas-là, de dire, voilà, alerte, la marge d'erreur est trop haute, on n'a pas pu extrapoler, on ne peut pas faire le boost, on ne peut pas vendre le boost. Notre but, encore une fois, c'est pas de dire que c'est une solution qui est magique, c'est une solution qui peut nous augmenter. Il y a des cas où ça ne peut pas marcher et on le dit ouvertement et on a maintenant une méthode qui permet aussi de le détecter. Donc j'arrive maintenant à l'annonce intéressante. Donc on a nos amis de l'IFOP ici dans la salle. Une bonne partie de ce que vous voyez aujourd'hui donc, a été
grandement aidé. On a un partenariat qui a été extrêmement fructueux et surtout plaisant tout au long de l'année et qui est formalisé maintenant aujourd'hui. Et on va continuer à développer des produits ensemble et à révolutionner ce monde. On a une petite quote aussi de Christophe Jourdain, DG de l'IFOP, qui parle de ce qu'on a créé autour de l'analyse des microsegments et de pourquoi c'est important. Mais encore une fois, c'est que le début. On travaille sur énormément d'autres produits et on est très content de continuer sur le long terme ce partenariat avec les équipes qui sont présentes dans la salle. Donc voilà, je préfère prendre du temps pour les questions parce qu'en général, il y en a beaucoup. Je ne sais pas combien de temps il nous reste d'ailleurs. Alors voilà, merci d'être venu. Et voilà, si vous avez des questions, on sera au stand. En bas.